pour pouvoir démontrer que c'est une faute, pour moi, dans cette dynamique, je peux appeler ça comme étant un abandon de la souveraineté énergétique. Parce que cette souveraineté énergétique, imaginez un pays où l'énergie est gérée par des étrangers. Donc, tout peut se faire. Un pays où le secteur énergétique est géré par des étrangers, ça en dit long. L'électricité, pour vue de ma fenêtre, est un levier fondamental du développement économique et social. En confiant cette mission à une entreprise étrangère, le gouvernement renonce à un levier stratégique qui devrait être au cœur d'une politique nationale d'indépendance énergétique. La gestion, bien aussi vitale, ne devrait pas être soumise aux intérêts d'une entreprise étrangère dont l'objectif principal reste la rentabilité financière, on l'a évoqué tout au début de cette émission, et non le bien-être des Congolais. Vous voyez, Oui, Christian? mais dans le même temps, Béchard Tombé, moi je suis en train de réfléchir à quelque chose. Je me dis, est-ce que ce n'est pas une stratégie évidemment de conservation du pouvoir? Je m'explique. Ils prennent tous les secteurs économiques, c'est-à-dire les domaines d'activité économique, ils les confisquent, ils s'emparent de tous ces domaines. Et parce que vous savez que la situation actuelle au Congo-Brazzaville, elle est devenue, j'allais dire, très sensible. Donc, on ne sait pas comment ça va se terminer d'ici à 2026. Le pouvoir en place aussi est conscient que les choses risquent de l'échapper. Et donc, ils veulent courir beaucoup plus vite que le vent, commencer à s'emparer, à mettre la main sur, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, faire main basse sur tout, les domaines économiques, un moyen de chantage pour eux. C'est-à-dire, si jamais ils perdaient le Si pouvoir, jamais il y a changement de pouvoir et que ceux qui voilà, vont arriver, ils peuvent, eux, ils auront voilà, entre à leurs partir de mains là, tout le système commencer à tirer les économique. ficelles parce qu'ils auraient entre les mains tout le secteur économique. Ben, c'est pour ça que tout est bradé actuellement. Vous avez dit dans votre introduction que tout est vendu, tout est légué. La seule chose, de mon point de vue, qu'ils n'ont pas encore vendu, que j'aurais souhaité qu'ils vendent au moins pour donner de la place de survie à cette tranche de la population, c'est de vendre les retraites. Ils n'ont qu'à vendre les retraites aussi, comme ça au moins, ils vont montrer leur bonne volonté à pouvoir régler cette question de façon... c'est malsain de dire les choses comme ça, Christian, mais c'est une forme d'exprimer la colère, de se retrouver avec un pays qui est mis à nu, qui perd de sa souveraineté, comme je l'ai dit tout à l'heure, du fait juste des personnes qui ne regardent que leur bout du nez. Bonjour à tous et bienvenue dans Droit de savoir, mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver sur R7. La convention d'affermage EKRC Soselec, une véritable escroquerie en bande organisée, où le gouvernement Makosso a présenté un sujet congolais d'origine sénégalaise comme représentant de la filiale de la Société nationale d'électricité du Sénégal alors qu'il n'en est rien. L'ensemble des travailleurs invite le gouvernement à reconsidérer toute la démarche engagée unilatéralement sur l'anticipation de la prise en main des centrales par les concessionnaires et sur l'affermage, étant donné qu'elle ne constitue nullement la solution à la stabilité de l'électricité au Congo. Nous demandons à la tutelle d'élaborer un autre modèle économique comme indiqué dans le communiqué final des travaux tenus avec la tutelle pour le secteur qui tiendrait compte des considérations des partenaires sociaux, des associations des consommateurs, des types d'abonnés et du plan tarifaire. Un artifice probablement pour asseoir leur stratégie de domination économique qui consiste probablement, comme vous l'avez aussi remarqué, à faire main basse sur toutes les ressources économiques du Congo et assurer l'hégémonie
d'Enguesso pour des décennies à venir, évidemment, si les Congolais n'y prennent garde. Nous revenons donc aujourd'hui sur cette convention d'affermage Soselec-EKRC. Pour quel intérêt réellement? Avec moi sur ce plateau pour en parler, Béchar Tombé Lundu. Bonjour Béchar. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Une fois de plus, merci d'avoir donné un peu du temps à tous nos téléspectateurs pour cette émission sur laquelle nous allons parler de ce fameux contrat d'affermage de EKRC qui fait couler tant d'encre. Encore là, une preuve que le gouvernement congolais est un bon élève, si on peut le dire comme ça, un bon acrobate. Merci Béchar d'être avec nous sur R7. Je rappelle à nos fidèles internautes que vous êtes analyste économique, spécialiste des ressources humaines. 25 ans durant, vous avez travaillé à Ségelec Congo en qualité de directeur des ressources humaines. Alors, après avoir cédé les 4 centrales et barrages électriques aux entreprises étrangères, le gouvernement congolais vient de céder, certainement que vous l'avez aussi appris, la distribution et la commercialisation du courant électrique au Congo-Brazzaville à une société qui visiblement n'a aucune expérience. Nos enquêtes ont montré que finalement, la fameuse Soselec de droit congolais, comme on l'a présenté, n'est même pas une filiale de la Société nationale d'électricité du Sénégal, comme a voulu le faire croire le gouvernement congolais. Personne ne connaît les autres sociétés qui ont concouru. Comme c'est la société sénégalaise, ou bien Sénélec, c'est le Sénégal, c'est l'agitation. Personne ne sait que la centrale de Géno, c'est à des Turcs qu'on avait donné. J'ai entendu parler de la Zélécaf. Je ne sais pas si c'est dans ces conditions que nous irons. Mais ce qui comptait pour nous, c'est de conduire le processus jusqu'à ce stade. Si le peuple dit non, bon, on prendra date. Il n'y a aucun problème. Dans un premier temps, quel commentaire vous inspire cette convention d'affermage entre EKRC et Soselec? Merci, Monsieur Christian Perrin, une fois de plus, pour ce moment d'échange. Vous savez, toutes les fois que je réalise une émission avec vous, j'en sors avec des mots de tête. J'espère que j'ai 2, 3 Doliprane à mes côtés pour tenir à la fin de cette émission. Les scandales au Congo, c'est devenu, vu de ma fenêtre, comme étant un mode de vie. C'est une approche dite normale. Le pays est vendu, bradé et à tout bout de champ. Et donc, pour revenir à votre question de tout à l'heure, c'est que l'approche économique que moi je porte sur cette façon de faire du gouvernement congolais, qui adopte par la régie de Brazzaville et une forme de dépossession nationale qui traduit un manque de vision stratégique et de volonté politique d'asseoir une véritable souveraineté économique. En cédant tous les domaines d'activité, y compris les secteurs stratégiques aux entreprises étrangères, le pays s'expose à une dépendance accrue et une perte de contrôle sur ses ressources essentielles. Cette politique favorise l'exode des capitaux et empêche la structuration du tissu économique local, robuste pourtant dans tout ce qu'il y a comme potentiel, mais le gouvernement vient là, une fois de plus, nous montrer leur incompétence dans le sens où une alternative viable serait de renforcer les compétences nationales, d'inciter les investissements publics et privés locaux et d'instaurer une régulation stricte pour garantir une participation majoritaire de l'État dans les secteurs névralgiques. Dans le cas de ce que vous venez d'évoquer, 15% de participation pour l'État congolais, ça en dit long. Donc, de mon point de vue, s'il faut donner une approche de solution, il est nécessaire de créer ce que j'appellerais un fonds souverain qui pourrait être créé
pardon, merci pour la tautologie, pour financer les infrastructures et accompagner les jeunes entrepreneurs congolais dans les secteurs dits stratégiques. Je discutais avec quelqu'un qui me disait, ben écoutez, c'est une stratégie économique, disons une approche louable que de faire intervenir des étrangers ou des entreprises étrangères hein, qui apportent des capitaux et cela peut booster l'économie du pays. Bon, après analyse, puisqu'après je lui ai expliqué, nous avons par exemple aujourd'hui le pétrole, les Congolais n'ont jamais vu rien de ce pétrole, déjà que même l'argent, c'est-à-dire la rente pétrolière ne transite jamais par le trésor public. Nous avons le bois qui est exploité. Là aussi, les Congolais ne voient rien. Nous avons le port qui a été cédé aux Turcs. Les Congolais ne voient rien. Les minerais, c'est pareil. Nous avons les terres arables qu'on vient donc de vendre au Rwanda, sinon de céder au Rwanda, si le terme choque. Bon, céder, vendu, ou ben voilà, là, le gouvernement n'est pas trop clair, mais ça a été évidemment cédé aux Rwandais. Nous avons donc aujourd'hui dans la production électrique, toutes les centrales et les barrages ont été également cédés aux entreprises étrangères. Mais jusque-là, la problématique d'accès à l'électricité pose toujours problème. Et là où le Congo s'est finalement fait des partenariats avec les entreprises étrangères, généralement le Congo a toujours, comme qui dirait, la part minoritaire. Tout à l'heure, vous avez rappelé 15%. Dans cette convention d'affermage, le Congo n'a que 15%. Et ce C'est qui est là qu'on pose la paradoxal, question de savoir si le partenariat avec les entreprises étrangères est une bonne approche économique. Pourquoi est-ce que, jusqu'à maintenant, les Congolais ne voient pas clair? Où passe donc cet argent? bah, déjà, Christian, il y a lieu de faire remarquer, suite à votre analyse, j'ai suivi l'interview sur Télé Congo où les deux directeurs ont été reçus, celui de la nouvelle société et, et celui de Adou Danga, EKRDC. donc EKRC, oui. Voilà, donc quand j'ai suivi cette interview, tout de suite, ça conforte votre analyse de dire que c'est encore de la poudre aux yeux. Quand on pose la question au directeur sénégalais de la nouvelle société, est-ce que le fait de pouvoir signer ce contrat de partenariat avec le Congo, il n'y aura pas une conséquence dans l'augmentation des prix puisque vous venez là dans le cadre d'un business et qui dit business dit Bénéfice, bénéfice. naturellement, oui. Et, et la réponse que ce dernier donne m'a fait froid au dos, dans le sens où non, nous avons juste signé tout ce qui est augmentation des prix et les tarifs. Nous, on n'est pas impliqué là-dedans, donc c'est au gouvernement de pouvoir gérer la fixation des prix. Monsieur Pape, les consommateurs de l'énergie électrique craignent qu'avec votre arrivée, la facturation soit revue à la hausse. Qu'en sera-t-il exactement? Alors ça, madame, c'est très simple. Le fermier n'a aucun pouvoir, aucune influence sur le tarif de l'électricité. Ça, c'est à la discrétion complète du gouvernement de la République du Congo. Nous n'avons aucun pouvoir, ni aucun impact à faire. C'est à la discrétion du gouvernement de la République du Congo. Ce directeur nous informe que tout ce qui concerne les prix, ce n'est pas de son ressort et c'est au gouvernement congolais de pouvoir fixer la tarification sur le prix de l'énergie. Comment on peut comprendre ça? Si lui Oui, mais n'a pas évidemment, la... il y a un paradoxe, pardon, Béchar Tombelundu. Nous savons, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, on ne fait pas les affaires pour plaire à quelqu'un, on fait les affaires pour faire bénéfice. Et là, vous êtes en train de nous expliquer qu'on est dans un cas de figure où finalement le commerçant demande au client de fixer les prix, c'est ça? Voilà. C'est le commerçant qui demande au client, il dit, bon, ben, écoute, moi, j'ai ma banane qui est là, vous l'achetez à combien? Donc, vous voyez que c'est là déjà une forme de cafouillage, comme quoi que la vérité, comme disaient certains musiciens de l'autre côté, la vérité
arrive par les escaliers et le mensonge qui a pris l'ascenseur qui a atterri sur Télé Congo via ses deux directeurs, ben, s'est vu rattraper au grand jour. Le même Vous êtes Adou devant. Ganga Oui. qui donne des conseils à son ministre de ne pas accepter ce contrat, de ne pas signer cette convention, c'est le même qui arrive à Télé Congo gaillardement pour dire que nous avons signé, c'est un bon partenariat parce que ça va permettre à l'État congolais de pouvoir améliorer les conditions de distribution et la qualité de l'énergie pour le cadre de notre pays. Mais c'est franchement, c'est un vrai foutage de gueule. D'accord, Adou Danga, la vérité, c'est à... bon, moi, je peux me tromper, hein, mais j'ai l'impression qu'il est monté sur le plateau sous pression. Ça n'a pas été... Parce que lorsqu'on explique, tout à l'heure, vous avez parlé de son audio qui circule, je ne sais même pas si c'est lui. Après, il faut authentifier ça. Dès lors qu'il dit à son ministre que ne cédez pas à la pression, c'est une affaire très ambiguë. C'est très sensible et que sur le plateau qu'il vient de dire, on a signé un partenariat qui va améliorer. Bon, moi je crois que là on peut comprendre que bon, devant les Une caméras, machination. oui, Même sur le principe de la création de cette nouvelle société, je vais faire un petit feedback pour revenir même à la création de E-2C. Comment cette structure est arrivée à naître? C'est encore là, comme vous le dites assez souvent, une bande du Sassoland, passez-moi l'expression, qui, dans le but de pouvoir maîtriser et embrigader l'économie du pays, s'accapare du patrimoine national. La SNE, on l'a vu, comment est-ce qu'ils sont arrivés à créer E2C, qui est une société du patrimoine, comme ils le disent eux-mêmes, euh, est gérée par des individus. C'est Gilbert Ondongo, on ne va pas se cacher, et je pense Bouya, qui ont créé cette structure à leur bon guise. Donc, le fait de vouloir créer cette structure, est-ce qu'ils n'ont pas perçu en amont encore des fonds que la communauté internationale essaie de mettre, pas essaie, mais disponibles dans le cadre de l'accompagnement pour le cas de la France, le fonds de développement des pays, des aides possibles. oui, Est-ce mais qu'ils n'ont pas pendant perçu que vous ça le dites, pour pouvoir Béchar Tombé, justifier? évidemment, Oui. Béchar Tombé Lundu, on va rester un instant à ce niveau-là. Lorsque vous parlez la captation évidemment des capitaux, parce qu'on a suivi aussi le ministre de l'énergie et de l'hydraulique, Émile Wosso, expliquer qu'il rentrait, je ne sais pas, d'un sommet où il y a des partenaires, il a parlé des partenaires américains, français, britanniques, italiens d'ailleurs aussi, qui propose des capitaux pour, je crois, un grand projet d'électrification en Afrique. Et il leur a été dit de préparer des bons projets, enfin des projets bancables. Et moi, je pense que c'est à ce niveau, comme ils ont ce flair-là, toujours en train de fouiller les capitaux à tous les niveaux, c'est probablement cette information qui les a poussés à venir bricoler, voilà, quelque chose où tout le monde est en train de constater que, mais franchement, même l'amateurisme, ça ne frise même pas l'amateurisme, c'est curieux. Et c'est là ma question, est-ce qu'ils n'ont pas fait ça parce qu'ils veulent capter ces milliards qu'on a proposés au niveau de ce sommet-là? Dans nos précédentes émissions, je vous ai toujours dit assez souvent que le Congo, c'est un bon élève sur tout ce qui est dette. Le Congo, c'est un bon élève sur les emprunts. Et la preuve, à chaque fois qu'ils vont emprunter de l'argent au nom de la République, ils fêtent. Comment est-ce que c'est possible? On ne peut pas aller devoir de prendre des fonds dans le but de pouvoir créer des projets pour améliorer les conditions de vie des Congolais et ensuite fêter cela. Ça conforte l'idée selon laquelle ils ont un soleil qui commence qui brille et il faut trouver les moyens d'aller s'exposer à ce soleil. Le soleil, c'est les fameux fonds dont vous faites allusion, pour lesquels il faut créer un projet. Mais tout ce qui est créé et tout ce qui est projet dans le domaine de l'électrification, c'est de pouvoir reformer Mano Militaro
cette société E2C qui, il n'y a pas mystère, est en situation difficile, d'incapacité à fournir l'énergie nécessaire aux Congolais que nous sommes. Alors, je Donc, vais donc proposer à nos téléspectateurs cette séquence, évidemment, où Émile Wosso parle de ce sommet, il venait de rentrer dans le sommet, où on leur a, évidemment, on leur a parlé d'un projet, un grand projet d'électrification, et les capitaux sont disponibles, dit-il lui-même. Écoutez, et on revient sur le plateau. Dans ce schéma-là, proposé par eux, il faut retenir toujours que c'est proposé par eux. Ils ont les financements, ils l'ont dit. Je vais vous répéter ce qu'ils ont dit, les engagements de chacun. La BAD elle-même, elle a des fonds. Il suffit seulement qu'on fasse des réformes et que les projets soient robustes et bien gérés. Il y a même des partenaires qui ont annoncé des sommes. Le Japon a promis 5 milliards de dollars pour commencer. La Banque islamique, 2 milliards pour commencer. Le Fonds Mattei a des fonds pour commencer. L'OPEP a des fonds pour commencer. La Norvège, 300 millions de dollars pour commencer. La Grande-Bretagne, 8 500 000 livres pour commencer. L'Union européenne, 20 milliards pour commencer. Ainsi de suite. Donc, la démarche est inversée. Ce n'est plus nous qui faisons des projets et allant de par la planète chercher des financements, mais c'est eux qui viennent. Et c'est pour cela qu'à l'issue de cette réunion, avant de quitter la Tanzanie, l'équipe qui accompagne le président a décidé de faire un point avec les experts pour identifier nos projets. Pas identifier, on le connaît déjà, pour les mettre en forme et faire des requêtes à tous ces partenaires qui ont formé. Voilà, alors Béchar Tombelundu, et moi je vous posais la question, dans tous les cas, cette approche, que vous inspire l'avenir de la SOSELEC cette fois-là? Vous voyez la différence, parce que je ne parle pas de la Sénélec, hein, parce que la Sénélec ça a été, mais vraiment, comme qui dirait, un artifice, c'est-à-dire c'est du mensonge d'État. La Sénélec, je répète ici, n'a pas de filiale hors Sénégal. Donc, la société qu'on a créée, la SOSELEC, Société Congolaise, je crois c'est ça, d'électricité du Congo, bon ça, voilà. C'est un truc du genre qu'on a créé, je crois, pour la circonstance, puisqu'on dit que c'est de droit congolais. Que vous inspire l'avenir de cette société dans le contexte de ce que nous sommes en train d'analyser? L'avenir de cette société, Christian, nous avons évoqué un point très, très important, celui de la levée des capitaux étrangers. Le Congo, notre pays, est un pays producteur de pétrole. Est-ce que on a réellement un besoin d'aller lever des capitaux à l'étranger pour pouvoir régler les questions de développement ou les questions liées à l'économie de notre pays? Non. Mais même là, il y a une question qui se pose, Béchar. On ne nous a pas dit combien d'argent cette nouvelle société a apporté, les capitaux apportés par cette société. C'est quand même... Mais lors de cette interview, le directeur, quand on lui pose la question, comment est-ce que vous allez financer cette nouvelle société, il nous a laissé entendre qu'au niveau des finances, tout est fin prêt, que les budgets prévus pour la réhabilitation et la mise en œuvre de cette société, tout est carré. Oui, mais c'est une langue de bois. Pourquoi ne donne-t-il pas les chiffres? Ben voilà, donc on ne peut pas venir dans un contexte dans ce contexte, venir parler dans l'aléatoire. Moi, j'attendais à cette réponse, c'est-à-dire qu'il y a eu un appel d'offres et cet appel d'offres est défini sur un cahier de charges qui a le passif et l'actif. Dans le passif et l'actif, il y a les anciens employés de cette structure, la dette de E2C, ben, on ne nous parle même pas de ça. On vient juste dire que nous avons les moyens nécessaires pour pouvoir soutenir l'action pour laquelle nous nous sommes engagés. Et là, il y a une grosse ambiguïté. Pour répondre à votre question, pour moi, c'est encore un mort-né, comme la société qu'elle vient de remplacer. Soselec, c'est déjà un mort-né. À peine on a annoncé sa conception, ben, il est déjà en train de trouver et de creuser sa déjà là.
Alors, Voilà. Béchar Tombé-Lundu, sur ce même plateau, vous nous parliez de certains procédés qui pouvaient permettre au Congo de produire de l'électricité à moindre coût. Est-ce qu'on peut y revenir? Ben, tout à fait, Monsieur Christian Perin, dans le sens où j'ai quand même bien voulu apporter cette nuance sur le fait que euh, pourquoi le gouvernement congolais va chercher des capitaux à l'étranger pour pouvoir financer son économie, alors que nous Capitaux et les avons de la entreprises ressource. étrangères aussi, il n'y a pas seulement les capitaux, et les entreprises étrangères qui ont tout Voilà. raflé au Congo, qui, curieusement, L'exploitation pétrolière qui constitue la principale ressource de revenus du pays génère suffisamment de ressources. Si elles étaient bien gérées, elles auraient permis de financer le développement national. Malheureusement, euh, la mauvaise gouvernance, la gouvernance opaque et des accords déséquilibrés brident cette opportunité pour assurer un équilibre économique. Le pays n'aurait pas besoin d'aller s'endetter ailleurs. Et par conséquent, quels sont les leviers qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir éviter d'aller emprunter, d'aller chercher les fonds à l'étranger? Il y aurait nécessairement une opportunité de faire une vraie réforme de la gestion des revenus pétroliers si on pense qu'il n'y a pas une opportunité nette, transparente pour pouvoir financer les projets à l'échelle nationale. Donc, faire une redistribution des fonds vers des secteurs productifs comme l'agriculture et l'industrialisation de l'énergie qu'on est en train de brader vers des sociétés qui sont en manque d'expertise et qui sont même dans le faux, dans la mesure où euh, cette structure n'est pas une filiale d'une société sénégalaise, donc c'est faux. Oui. sénégalaise. Donc, dans la diversification de l'économie, on peut développer nous-mêmes à l'intérieur de notre économie des filiales locales pour réduire la dépendance aux importations. Vous voyez, le potentiel hydroélectrique du Congo, qui est autour de 14 000 mégawatts, je le dis assez souvent sur ce plateau, est un potentiel énorme. Pourquoi aller vouloir chercher à donner cadeau ce potentiel avec un pourcentage ridicule de 15% pour pouvoir résoudre cette question d'énergie? Donc, Mais le ministre a semblé parler également de l'incompétence des ressources. L'état des lieux de nos 4 barrages d'abord, ok? Le Doué, 15 MW, mis en service en 1953. Il a arrêté depuis 2007. Depuis 2007, le Caressé a dépensé des milliards là-bas, ils n'ont pas pu le réparer. Ils n'ont pas pu le réparer. Donc il y a une compétence là. Bon, il faut quelqu'un. Nous avons appelé les Suisses qui ont accepté de prendre ce cadavre, ils vont le réveiller. Le Caressé, là, les syndicats ne disent rien. Moukoukoulou, 114 MW, construit en 1979. Bon, depuis là, il n'y a aucune révision générale. L'incompétence des ressources, là, je suis encore choqué une fois de plus. Le Congo est quand même parmi ces pays de la zone 4, de la sous-région, à avoir eu une université avec des fondamentaux et les compétences nécessaires. Moi qui vous parle, j'ai été formé à l'université Maringouabi et je n'en doute point à ce que la qualité des enseignements qui sont livrés dans cette université me semble médiocre. De mon point de vue, la qualité, elle est bonne parce que les ingénieurs, nous avons l'UIT, l'ENSET qui forme des électriciens, des maintenanciers, on n'a qu'à leur donner cette opportunité de pouvoir exprimer ses connaissances. Mais comme par hasard, nul n'est prophète chez soi, les compétences locales ne sont pas valorisées. La preuve, même pour construire ce cahier de charges,
je vais encore éviter de parler de ce cahier de charges que je connais pas. On va juste prendre un exemple concret. Ils nous ont produit un programme national d'optimisation de la trésorerie. C'est un Sénégalais qui nous a produit ce programme, comme pour dire qu'au Congo, on n'a pas des économistes capables de produire un tel programme. Donc, à plus forte raison, on ne peut pas faire confiance aux électriciens Évidemment, là aussi congolais. là aussi se pose tout de même un problème. Qu'est-ce qui peut expliquer que ce régime n'ait, non, j'allais dire pas, mais jamais confiance aux Congolais? Parce que les Mais parce compétences, qu'ils vous sont avez dans le dit, flou. sur le plan Ils sont local, on dans doit le flou trouver. total. Cette opacité avec laquelle ils gèrent la nation ne leur donne pas cette opportunité. C'est fait exprès de ne pas avoir à côté d'eux des Congolais dignes de ce nom qui auraient vocation à pouvoir travailler pour l'intérêt national. Et par conséquent, il vaut mieux ne pas avoir l'œil du Congolais lambda patriote à ses côtés pour pouvoir les empêcher à grappiller le moindre centime qui pourrait être produit. C'est ça le problème. Ils ne veulent Oui, pas parce des qu'on nous Congolais a à dit côté d'eux. dans le pétrole comme actuellement dans l'électricité, en fait, partout il y a des entrées, disons, les ressources économiques, c'est beaucoup plus des étrangers qu'on utilise désormais au Congo-Brazzaville. Une façon d'éloigner les Congolais de ce système en fait de prédation pour que les Congolais ne se rendent pas compte de ce qui se passe et qu'ils soient éloignés finalement, parce que rien ne peut justifier. Tout à l'heure, vous avez parlé des compétences locales. Ça existe évidemment, il y a des écoles qui Mais forment. ça Mais existe, il y a aussi des monsieur compétences Ferrand. extérieures, des Congolais qui sont allés étudier à l'étranger et qui sont, mais vraiment compétents, qui peuvent tenir voilà, certains domaines économiques du Congo. On ne fait pas confiance à ce monde-là. J'ai discuté avec un Congolais pour de besoins de respect de sa personne. Je ne veux pas Oui. citer son nom. C'est un ingénieur dans tout ce qui est hydroélectrique. Et il travaille à Montréal. J'ai échangé avec lui autour de la question. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi ne pas rentrer au pays? Il dit, je suis allé à Brazzaville, j'ai présenté un projet de traitement d'eau au gouvernement. Ce que j'ai reçu comme réponse, je préfère ne pas vous le dire parce que c'est scandaleux. Non, mais Et c'est quand on toujours vient me bien dire de... qu'il n'y a pas, il y a c'est- pas, il y a pas de c'est- la main, il y a pas de la compétence, Vous pouvez nous la en même. parler, nos téléspectateurs voudront tout de même savoir. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ben, on lui a proposé, oui, mais le projet, c'est vrai qu'il est intéressant. Ben, nous, qu'est-ce qu'on va gagner dans ce projet si vous emmenez à le réaliser alors qu'on a déjà une société de distribution d'eau qui existe? Il dit, mais la SNDE existe, c'est vrai. Est-ce que vous avez une usine de traitement d'eau? Montrez-moi une seule usine de traitement d'eau qui existe dans notre pays. L'eau qu'on donne aux Congolais, c'est une eau insalubre. Elle n'est même pas traitée. Limite, on met juste du chlore à l'intérieur. C'est ce qu'il m'avait dit parce que il n'a pas été en mesure, le gouvernement n'a pas été en mesure de lui produire le process de traitement d'eau avant que cette eau ne soit livrée aux populations. Rien. Mais alors, rien. Il est venu avec un processus bien établi pour dire voilà ce qu'il faut faire pour traiter l'eau qu'on doit livrer aux Congolais. On lui a dit bon, ben, écoutez, vous reviendrez prochainement, mais tout en sachant que votre projet, il nous faut des pourcentages de participation dans cette affaire. Comme ça, il dit ben, mettez les fonds sur la table, on va développer le Mais projet. évidemment, là, vous parlez des grands projets. Moi, j'ai des amis, hein, et ils peuvent venir témoigner ici, qui m'ont dit que même pour, en fait, emmener des... Parce que j'ai une collègue hein, qui a un peu ramassé des livres dans les bibliothèques. En fait, les livres qu'on déclasse. Se dit, bah, au Congo, il n'y a pas de bibliothèque. Je vais aider les élèves en prenant, bien sûr, voilà, ces ouvrages donc, elle a collecté près de 2 à 3 conteneurs, des ouvrages comme ça, des manuels scolaires. Et quand elle demande à Brazzaville, bon, appeler quelqu'un pour dire, mais moi j'ai ci, ça, qu'est-ce que je fais, comment ça peut se passer? La réponse qu'on lui a donnée, c'est de lui poser la question, qui est derrière toi?
Est-ce que tu veux faire la Et voilà. politique ou voilà. Et voilà. Et je dis, mais ce sont des manuels que je veux, oui, mais est-ce que tu veux pas faire la politique, tu veux être député ou quoi? Et ça s'est arrêté comme ça. Et elle dit, C'est il y la a même réalité des du manuels pays. qu'elle est allée présenter chez l'ambassadeur congolais à Paris. Je ne cite pas son nom. Mais on Donc, l'a empêchée, on a fait de sorte que, ben voilà, elle pouvait rien. Elle a abandonné. Voilà dans quel pays, c'est voilà. la réalité de notre pays. Bon, on prenait ce volet pour montrer comment le régime de Brazzaville, je veux utiliser un terme peut-être qui n'est pas trop approprié, mais c'est une forme de haine. On ne peut pas comprendre ça, qu'une bonne volonté puisse collecter des ouvrages, des manuels, à faire don aux enfants congolais, et quand on lui pose la question de savoir, derrière toi, il y a qui? Tu veux faire qui, la politique? Tu veux être député? Et qu'on et alors, l'empêche à ce moment-là, c'est à nous de de leur poser poser cet acte. à nous de leur poser la question qui est derrière la signature de cet Voilà. Et dans le même affirmage temps, on entre peut aller chercher des ECARE2C étrangers pour et venir la prendre des Sociélec. parts, voilà, dans les sociétés congolaises. C'est Pour là le moi, vrai problème avec le Congo. ouais, pour revenir à notre sujet, pour moi, la signature de cette convention affirmage entre ECARE2C et la société Sociélec, vous voyez qu'on a même du mal à intégrer Il y a les des autres concepts, questions. est Sociélec, une oui. nouvelle preuve là de l'incapacité du gouvernement à garantir la souveraineté énergétique de notre pays. Céder la distribution et la commercialisation de l'électricité à une entreprise étrangère sans une vision claire de transfert de compétences et sans en assurer un contrôle national sur un secteur aussi stratégique est une faute politique et économique majeure. Pour pouvoir démontrer que c'est une faute, pour moi, dans cette dynamique, je peux appeler ça comme étant un abandon de la souveraineté énergétique. Parce que cette souveraineté énergétique, imaginez un pays où l'énergie est gérée par des étrangers. Donc, tout peut se faire. Un pays où le secteur énergétique est géré par des étrangers, ça en dit long. L'électricité, pour vue de ma fenêtre, est un levier fondamental du développement économique et social. En confiant cette mission à une entreprise étrangère, le gouvernement renonce à un levier stratégique qui devrait être au cœur d'une politique nationale d'indépendance énergétique. La gestion, bien aussi vitale, ne devrait pas être soumise aux intérêts d'une entreprise étrangère dont l'objectif principal reste la rentabilité financière, on l'a évoqué tout au début de cette émission, et non le bien-être des Congolais. Vous voyez, Oui, Christian? mais dans le même temps, Béchard Tombé, moi je suis en train de réfléchir à quelque chose. Je me dis, est-ce que ce n'est pas une stratégie évidemment de conservation du pouvoir? Je m'explique. Ils prennent tous les secteurs économiques, c'est-à-dire les domaines d'activité économique, ils les confisquent, ils s'emparent de tous ces domaines. Et parce que vous savez que la situation actuelle au Congo-Brazzaville, elle est devenue, j'allais dire, très sensible. Donc, on ne sait pas comment ça va se terminer d'ici à 2026. Le pouvoir en place aussi est conscient que les choses risquent de l'échapper. Et donc, ils veulent courir beaucoup plus vite que le vent, commencer à s'emparer, à mettre la main sur, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, faire main basse sur tout, les domaines économiques, un moyen de chantage pour eux. C'est-à-dire, si jamais ils perdaient le pouvoir, Jamais il y a changement de pouvoir et que ceux qui voilà, vont arriver, ils peuvent, eux, ils auront voilà, entre à leurs partir de mains là, tout le commencer système à tirer les économique. ficelles parce qu'ils auraient entre les mains tout le secteur économique. Ben, c'est pour ça que tout est bradé actuellement. Vous avez dit dans votre introduction que tout est vendu, tout est légué. La seule chose, de mon point de vue, qu'ils n'ont pas encore vendu, que j'aurais souhaité qu'ils vendent au moins pour donner de la place de survie à cette tranche de la population, c'est de vendre les retraites. Ils n'ont qu'à vendre les retraites aussi, comme ça au moins, ils vont montrer leur bonne volonté à pouvoir régler cette question de façon... c'est malsain de dire les choses comme ça, Christian, mais c'est une forme d'exprimer la colère, de se retrouver avec un pays qui est mis à nu,
qui perd de sa souveraineté, comme je l'ai dit tout à l'heure, du fait juste des personnes qui ne regardent que leur bout du nez, qui ne pensent pas à la population, qui ne pensent pas aux fondamentaux du bien-être Congolais. de la population, des Congolais. Donc, dans ce contrat, juste dans le but de continuer sur notre exposé, il y a déjà là le fait d'un risque de pouvoir se retrouver avec une augmentation des tarifs, même si le directeur l'a dit que c'est du ressort du gouvernement, c'est de la poudre aux yeux. L'expérience a montré dans d'autres pays ayant cédé leur distribution électrique à des entreprises étrangères que cela a souvent traduit une hausse des tarifs pour des consommateurs dont la priorité est accordée aux zones urbaines, rentables. Donc là, je veux juste dire que ils vont travailler sur Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie. Est-ce qu'ils vont aller développer cette politique d'électrification nationale dans le bas-fond de Mongundu, dans le bas-fond de Kélé? Je dirais non. Parce que pour eux, il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas d'industrie là-bas. Donc, même si au Congo, je pense que vous ne le savez pas, dans notre pays, le prix du kilowattheure à Dolisie n'est pas le même que celui à Brazzaville, n'est pas le même que celui à Oyo, n'est pas le même que celui à Pointe-Noire. Comment on peut expliquer cette disparité des prix? Alors déjà, que tout le monde est sur la même grille salariale, comment est-ce voilà, sur les mêmes grilles salariales. Vous voyez que ça contribue à accentuer la précarité énergétique dans notre pays. Ce n'est pas pour pouvoir résoudre la question. Vous l'avez si bien évoqué tout à l'heure en disant que c'est une machination bien organisée pour faire de telle sorte que dans l'hypothèse où le pouvoir glissait, ils auront les manettes pour pouvoir faire chanter comme ils l'ont fait avec Pascal, paix à son âme, le président Pascal Lissouba, en créant les bébés noirs, en créant de l'insécurité dans le pays, comme pour dire que Monsieur Sécurité n'est plus là et la conséquence c'est que le pays patauge dans... Bon, mais il faut dire que au temps de Lissouba encore, ils ont eu la chance qu'ils étaient sur place, mais je crois que cette fois-ci, ça risque de très mal se passer pour eux. Peut-être qu'ils ne seront même pas au Congo, qui sait. On ne le souhaite pas, mais s'il continue comme ça, évidemment, la population prendra bien sûr ses responsabilités. Et les Congolais en ont marre. Hein. Je ne sais pas s'ils arrivent à faire cette lecture, mais les Congolais en ont marre. Moi, j'appelle tout le temps au Congo, mais je sens que la température monte. Et je ne sais pas, bon, on ne souhaite rien, mais bon. Donc, disais, pour revenir à notre propos, l'opacité qu'il y a dans la communication des informations au public, disons à la population congolaise, est là un vrai désaccord et un désengagement de l'État vis-à-vis de ses missions régaliennes. Donc ce contrat, pour moi, c'est un engagement pris en termes d'amélioration du réseau électrique vu de leur fenêtre, qui n'a aucun intérêt à résoudre les problèmes des Congolais en matière d'énergie. Sinon, à quoi ça servirait de présenter un projet aussi opaque dans l'ensemble des informations qui sont données pour pouvoir prétendre venir régler un problème qui dure depuis la nuit des temps? Mais évidemment, vous l'avez évoqué, leur intérêt, ce n'est pas d'améliorer le service, par exemple, fourniture d'électricité ou de l'eau potable pour les Congolais. Tout ce qui les préoccupe, c'est voilà, de se faire les poches, continuer à se faire les poches. C'est ça qui les faire les poches. La preuve, c'est que bon, ils savent en plus qu'ils ne payent pas l'électricité. Ministre Émile Wosso, Ben Itala, la facture n'a pas publié que ils ont rien dit, moi si la Pointe-Noire. Il y a dit, mais résilié contrat, il y a vendu la dette, il y a 11 millions. Après ça, on a la couronne. Le ministre m'a demandé la direction de la SNE en décembre 2013. Bah, résilié contrat, il y a Samou, il y a vendu la Yakouma, gratuité. Pour pendant janvier 2014, si la bouteille na mois de février,
na izongo pendant na yake na forfait mais yake qui avait un abonnement facture ya pour rattraper et tout me calculer yaou yame ça là 131 millions. Yame ça là 131 millions si éditionné na 11 millions. Yame ça là bête au 143 millions 772 000. Ils ont même longtemps volé l'électricité, il faut le dire comme ça. Chez nous, tout, quand on dit, voilà, quand vous ne payez pas l'électricité, délit ou je ne sais pas comment, en Kikongo, on dit Moyibi. Ouais, et mais là-bas. En Lingala, on dira Oyibi. Donc, c'est le vol. Ils ont volé l'électricité pendant des années et c'est beaucoup de milliards. Les données ont circulé et je crois que ça continue à circuler jusqu'aujourd'hui. Ça faisait dans l'ordre de toile, où on a vu le nom, voilà, je cite comme ça expressement le président de l'Assemblée nationale, Isidore Ngouba, qui a même réagi. On va y revenir tout à l'heure. Vous avez le procureur de la République, Ebela, Ebeleba, Yonani, Ozananini, Ozan et l'autre côté. Lui aussi, en fait, était dans, voilà, il est tombé sous le coup. On reviendra sur la question, comme ça des ministres. On va boucler la question sur l'opportunité de ce contrat. Est-ce qu'il est réellement opportun? Non, mais encore, oui, évidemment, Béchar Tombé, il faut qu'on soit clair avec ces gens-là. Tout le monde a compris que c'est une entourloupe, c'est une arnaque, c'est une escroquerie en bande organisée. Il a été démontré que le monsieur qui s'est présenté, directeur général de la Soselec en question, c'est un Congolais d'origine sénégalaise. Et nous avons démontré que la Soselec n'est pas une filiale de la Sénélec comme a voulu le faire croire le gouvernement congolais. Et parce que la Sénélec n'a pas de filiale en dehors du Sénégal. Ça a été vérifié. Les gens peuvent aller continuer à vérifier, vous verrez que ce qu'on dit là, c'est juste. Ça veut dire quoi? Il faut aujourd'hui commencer à parler à ce gouvernement en fonction des éléments concrets qui sont en présence de nous. Ben, les éléments concrets, tout à fait, Christian. Les éléments concrets, c'est ce que nous sommes en train de mettre disponible. J'aime bien prendre cet exemple. En fait, on se retrouve là avec un gouvernement qui singe. Or, le singe a tendance à vouloir aller dans les hauteurs, ignorant que son intimité est plus bas. Les deux mains en haut, plus haut il se retrouve, ben, son intimité est mise à nu. Donc, le comportement du gouvernement aujourd'hui amène plus d'un Congolais à comprendre qu'ils sont dans, c'est-à-dire que comme les choix, le roi est nu alors. Voilà, le choix réalisé par notre gouvernement trahit l'incapacité de ce dernier à moderniser le secteur public. L'État congolais, on m'aurait posé la question à moi, en bon Congolais que je suis, l'État congolais aurait pu investir dans une réforme de E2C en renforçant ses capacités financières et managériales, en structurant sa gouvernance et en développant des partenariats publics-privés équilibrés. Je dis bien équilibrés avec des entreprises locales ou africaines, n'est pas dans l'esprit de ce qui est fait, ayant une véritable vision de développement. Nuance. On va dire que le Sénégal qu'on allait prendre, c'est un pays africain dans le cadre de partenariat public-privé, mais il n'y a aucun élément qui est mis à disposition du peuple congolais pour justifier ce partenariat public-privé. Oui, mais encore, ce que vous êtes en train de développer, Béchar Tombé, moi je veux être pragmatique. Vous êtes en train de développer des arguments dans le cadre, par exemple, d'un pays où les gouvernants sont responsables et sérieux. Mais nous avons ici, et ça a été largement démontré, que nous sommes en face des gouvernants délinquants. Ça, je peux le démontrer. Et les éléments existent. La preuve, ils ont consommé l'électricité à coups de milliards, sans payer. Et un matin, voilà, un cabinet du président du Sénat d'ailleurs, de l'Assemblée,
Isidore Vouba, qui vient justifier, ben vous savez, le Congo comme ailleurs, dans d'autres pays, les responsables, les autorités bénéficient de la gratuité de l'électricité, téléphone et autres, et toutes ces charges sont payées par l'État. Mais ce qu'il n'a pas dit, il faut qu'il vienne montrer aux Congolais les factures de ces quittances qu'ils ont consommées, que l'État a payé à leur place. Pourquoi il n'a pas montré ça? Et si l'État avait pris charge de leur consommation, je vais terminer par là. Si l'État avait pris charge de leur consommation, pourquoi alors on a retrouvé ces impayés? Alors, voilà, c'est là où je voulais en venir. Pourquoi se retrouver avec des factures qui sont dans le passif si elles ont été payées? Là encore, alors, si l'État avait payé, comme disait quelqu'un ici, qu'ils ont parfois des primes comme ça, alors donc ils ont volé les primes, ils ont bouffé tout. Et ils ont consommé l'électricité, ils ont volé l'argent, voilà, qu'il fallait payer. Cette loi qui leur donne cette facilité, elle date de... Oui, ils ont même balancé sur les réseaux sociaux le décret, je l'ai sous mes yeux ici, c'est le... Voilà, je vais le lire pour l'intérêt de nos téléspectateurs. Permettez juste le temps de le retrouver. Voilà. C'est le décret 99-278 du 31 décembre 1999. Alors, ils ont tenté d'abord une action comme ça, qu'ils ont balancé ce décret sur les réseaux sociaux pour tenter un peu de dissuader les gens, pour dire non, c'est normal, on a consommé, mais bon, parce qu'on avait le droit. Voilà, parce qu'il y a un décret qui nous protégeait. Mais on leur a fait savoir que ce décret a été pris sous l'acte fondamental. L'acte fondamental. Et en ce temps-là, on parlait même du Conseil national de transition. Donc, après que les Congolais, entre guillemets, ont voté pour la Constitution du 20 janvier 2022, ce décret est tombé. Voilà, de nullité. Donc, ça veut dire que M. Vouba, moi je vais m'adresser à M. Vouba, Isidore Vouba qui a tenté de répondre, vous devez de l'argent à l'État congolais. Tous les ministres qui ont consommé là, les milliards que vous avez là, vous devez de l'argent. Ça fait l'équivalent de 18 milliards de francs CFA. Voilà. De quoi faire des réformes c'est un abus. C'est parce que cette société est en mal de finances. L'État qui devrait accompagner cette société pille, c'est-à-dire que scrupuleusement, EKD2C pour l'empêcher de pouvoir se développer. Mais c'est le même État qui vient se présenter comme en petit David pour dire non, mais écoute, nous on a une solution pour toi. Il faut que il faut te désengager d'une partie de tes missions. On va te laisser 15% juste pour que tu fasses le gendarme, comme a dit Monsieur Adou. Je ne vois nulle part où vous êtes partenaire minoritaire dans la gestion du capital d'une société et vous allez faire le gendarme avec vos 15%. Ben, on est dans quel pays là? Franchement. Oui, mais vous savez que lorsqu'on veut mentir, évidemment, on trouve les arguments, mais qui à un moment donné ne sont plus, il n'y a pas de suite logique. On s'embrouille soi-même en fait. C'est ce qui est en train de se passer avec cette affaire de la convention d'affermage EKRC et la Soselec. C'est trop du mensonge, bricolé, imbriqué, après tout le monde s'embrouille. Bon, bref, on va passer probablement à autre chose. Ici, donc, je voulais tout de même savoir votre avis sur ces factures. Parce que moi, j'étais en train de me dire, ces autorités, ces gouvernants, puisqu'il y a des ministres là-dedans, donc les membres du gouvernement, du Sénat, voilà, vous avez tous les parlementaires. Apparemment, c'est tous les hauts fonctionnaires, en fait, qui ont consommé l'électricité pendant des décennies, sont payés. Et ils sont tranquilles. Dans le même temps, la population est en train de souffrir. Donc, ils ont conduit en fait, les vrais responsables. Ils ont contribué à la chute de EKD2C pour justifier leur besoin. C'est-à-dire que leur projet macabre à aller s'emprunter. Eux, ils sont responsables de la faillite de la EKRC. Ce sont ces gouvernants, ils sont à l'origine de cette faillite. Et ils viennent parler des incompétents, ils accusent les Congolais, les techniciens congolais d'être incompétents. C'est eux qui sont incompétents. Alors que c'est eux qui ont conduit cette entreprise-là. L'incompétence ici, eux-mêmes, dans les actes qu'ils posent, se démontrent. Parce que s'ils étaient sérieux
vu le potentiel énergétique que dispose notre pays, que ce soit dans l'hydroélectrique, dans le soleil ou dans la biomasse, on ne serait pas là en train de tergiverser, je le dis maintes fois ici. Et la seule ressource que nous avons, le pétrole qui génère, je vais minorer les chiffres, en moyenne 1500 milliards de francs CFA en termes de recettes. Si on était un État conséquent, en enlevant 10% des revenus pétroliers mobilisés en termes de fonds pour pouvoir moderniser le secteur énergétique, en 5 ans, cela représenterait 750 milliards de francs CFA, soit largement de quoi financer des infrastructures permanentes. Est-ce que vous voyez? Je vais donner un exemple d'utilisation de ces fonds pour vous emmener à comprendre que c'est vraiment des voyous de premier chemin. Avec les 750 milliards dont j'ai fait allusion tout à l'heure, on va mobiliser 100 milliards, on peut mobiliser 100 milliards pour la réhabilitation et l'extension de la centrale hydraulique de Mokokolo et Imbolo. 100 milliards, c'est largement suffisant pour pouvoir réhabiliter les 2 barrages. Avec 200 milliards de francs CFA, on peut construire de nouvelles centrales solaires et hydrauliques dans les zones rurales pour permettre à plus d'un Congolais de pouvoir utiliser et jouir de cette énergie qui est si nécessaire pour le développement d'un pays. Là, on est à peine à 300 milliards de francs CFA. 50 milliards pour moderniser le réseau de distribution et réduire les pertes d'énergie qui, en fait, constituent en moyenne 40% de la perte d'énergie réelle. Ce que le ECARE2C produit, dans 100%, il y a 40% qui se perd, c'est-à-dire qu'une perte en argent qui, du fait de la mauvaise distribution de cette énergie. Et pour clore avec les 750 milliards, il nous reste 20 milliards de francs CFA pour la formation des ingénieurs. Voilà un projet conséquent. Vous voyez qu'avec 750 milliards, on peut régler les problèmes d'énergie, on peut régler les problèmes d'incompétence que eux évoquent au lieu d'aller chercher de la main-d'œuvre. Non, mais il a été démontré que ECAREC ne manque pas d'argent, ce ne sont pas les ressources financières qui manquent, c'est quand même une entreprise qui vous produit près de 7 milliards 500 par mois. C'est beaucoup d'argent. Donc, c'est juste une volonté de nuire. Voilà, moi c'est comme ça que je conclus ça. C'est une volonté de nuire et après les Congolais pourront apprécier. Béchar Tombé-Lundu, on va gagner donc le peu de temps qui nous reste pour parler finalement d'un autre volet. Cette fois-là, on va aller en RDC avec la crise sécuritaire où on apprend finalement que Bukavu est également tombé. Et bon, voilà, pour celui qui conduit le mouvement des rebelles M23, Corneille Nangaa, il veut marcher jusqu'à Kinshasa. Et je lisais un article où l'ONU s'inquiète déjà du risque d'embrasement de la sous-région. Ça, c'est des alertes un peu partout. D'abord, votre commentaire sur cette crise. Après, on va chercher à comprendre pourquoi est-ce que Denis Sassou Nguesso jusque-là joue un peu au petit malin. Votre commentaire d'abord sur, voilà. La crise sécuritaire en République démocratique du Congo, exacerbée par la prise de Goma et Bukavu, vous venez de le dire, par le M23, et l'aboutissement d'un conflit très complexe mêlant lutte ethnique, rivalité géopolitique et enjeux économiques liés aux ressources naturelles. Donc, en fait, la RDC est prisonnier de la richesse de son sous-sol. Mais pour le besoin d'éclairage de nos téléspectateurs, je ne saurais construire une analyse assez conséquente sans pourtant évoquer de façon lapidaire l'origine de ce conflit. Le M23 est une rébellion qui trouve ses racines dans les tensions post-génocide rwandais en 1994, après la chute du régime génocidaire du Rwanda,
De nombreux Hutus se sont réfugiés à l'est de la RDC. En réaction, des groupes armés Tutsis, soutenus par Kigali, ont émergé en affirmant défendre leur communauté face aux exactions des milices Hutus, les FDLR. Ce contexte a conduit à une militarisation de la région et l'intervention du Rwanda et de l'Ouganda sous le prétexte que de traquer les FDLR, mais avec une réalité, un objectif économique, le contrôle des immenses ressources minières de Kivu, or, coltan, diamant, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc le M23, formé en 2012 par des anciens soldats congolais majoritaires Tutsis, il faut le noter, revendique une meilleure intégration politique et militaire, soutenue en sous-marin par le Rwanda. Il défie régulièrement le gouvernement congolais qui peine à restaurer son autorité dans l'est du pays. Donc, une menace réelle, comme vous l'avez évoqué, pour la stabilité de la sous-région. Avec la prise de Bukavu et les déclarations de Corneille Nyanga, annonçant une marche vers Kinshasa, la situation prend une tournure alarmante. Si le M23 parvient à s'enfoncer au plus profond dans le pays, c'est tout l'équilibre de la sous-région qui sera menacé, avec le risque d'un embrasement général des conflits ethniques entre communautés locales. Donc voilà ce que je peux dire. Oui, évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, au début, tout le monde avait cru que c'était pour le contrôle, évidemment, des ressources voilà, naturelles. Les matières premières critiques et stratégiques. D'ailleurs, on a vu comment l'Union européenne a passé, disons, des accords avec le Rwanda dans ce sens. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une partie de la communauté, évidemment occidentale, qui commence à faire marche arrière. Mais bon, là encore, il faut être prudent. Il faut essayer d'observer jusqu'où ils vont arriver. Et du contrôle donc des zones, c'est-à-dire d'extraction des matières premières, ça prend une autre tournure parce que si Corneille Nangaa pense qu'il doit marcher jusqu'à Kinshasa, là, ça prend un volet politique cette fois-là. Donc ça veut dire que ça devient un problème de vouloir s'emparer du pouvoir politique. Ben oui. Et la question aujourd'hui, évidemment, puisqu'on a dit, voilà, le risque d'embrasement est là, il y a déjà des alertes pour ceux qui ont lu, disons, les informations sur la crise sécuritaire en RDC aujourd'hui ou hier. Et ma question, parce que je ne sais pas si vous avez suivi l'interview accordée par Denis Sassou Nguesso, bon, une question lui a été posée sur les sanctions contre, voilà, le Rwanda. Ben, il a été dubitatif, curieusement. La RDC réclame des sanctions, y compris africaines, contre le Rwanda. Est-ce que vous y êtes favorable ou vous pensez que c'est contre-productif? Bon, on est dans une situation de conflit. Chaque partie essaie de tirer quelques avantages. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que le dialogue s'instaure sous une forme ou sous une autre. Donc pas de sanctions, vous n'y êtes pas favorable, j'ai bien compris. Bon, les sanctions n'ont pas toujours réglé les problèmes. Ce qui nous importe, c'est la recherche d'une vraie solution à la crise. Est-ce que l'Union africaine peut y parvenir? Parce que c'est vrai qu'il y a cette crise, il y en a beaucoup d'autres sur le continent. Il semble que les médiations de l'Union africaine ont du mal à fonctionner, que même l'Union africaine, en tant qu'institution, a du mal à exister pour régler les conflits sur son continent. Bon, cela est en partie vrai, mais les Africains ont toujours su résoudre les problèmes par eux-mêmes. Monsieur le Président, nous avons entendu cette formule devenue un refrain commode des solutions africaines pour des problèmes africains, mais qui ose encore s'en servir aujourd'hui comme prétexte à l'inaction. Il est temps d'agir. La République démocratique du Congo exige un vote public dans les plus brefs délais sur une résolution qui dénonce clairement l'occupation du Rwanda et qui exige le retrait de ses troupes, une résolution qui défend la Charte des Nations Unies. Assez de prétextes, assez de relativisme culturel derrière lequel se cache un attentisme aux conséquences tragiques. Que chacun assume sa position au grand jour.
Et ce qui finalement a conforté la thèse de tous ceux qui étaient en train de penser que Denis Sassou Nguesso, voilà, s'était rangé du côté du Rwanda, alors que tout le monde est en train de condamner le Rwanda. Ce matin encore, j'ai lu c'est une communication ou un communiqué de l'ambassade, je crois, des États-Unis à Brazzaville, qui relayait évidemment le communiqué, je crois, du secrétariat d'État américain, qui demandait carrément au M23 de se retirer immédiatement et d'arrêter de cesser avec les armes. Ça, c'est le département d'État américain, relayé dans toutes les ambassades américaines à travers le monde. Chez nous, Denis Sassou Nguesso, on lui pose la question dans ce sens, non, monsieur est en train de, voilà, de tergiverser, de tourner en rond, voilà. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Ben, pour moi, le président de la République du Congo, face à la question des sanctions contre le Rwanda sur France 24, où il a choisi l'évitement plutôt qu'une prise de position claire relevant une diplomatie passive et opportuniste. Ce refus de s'exprimer fermement trahit une absence de vision géopolitique claire et une crainte de froisser le partenaire extérieur, notamment Kigali. Mais il y a lieu de se poser la question, qu'est-ce qui peut justifier cette posture d'évitement? Pour moi, c'est une diplomatie congolaise affaiblie et isolée. Pour s'en convaincre, depuis plusieurs années, le Congo n'a plus aucun poids réel dans les crises régionales, se limitant à des discours creux, sans impact, contrairement à des pays comme l'Angola ou l'Afrique du Sud qui adoptent des positions fermes. Le régime de Sassou Nguesso s'enferme dans une neutralité passive qui profite aux forces déstabilisatrices. Cette posture, vue de ma fenêtre, illustre un manque d'initiative diplomatique. Plutôt que d'être un médiateur actif entre la RDC et le Rwanda, Denis Sassou Nguesso laisse la situation pourrir au risque d'une déstabilisation majeure de la sous-région. Oui, mais le problème, pendant que vous le dites, c'est que vous avez parlé tout à l'heure de l'isolement, mais j'ai l'impression que Brazzaville est en train de s'isoler soi-même. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi la réaction de la Libye, les deux belligérants, en fait, les deux adversaires de la Libye, qui ont déclassé carrément Sassou Nguesso. C'est depuis hier, l'information circule. Ils ont dit à Sassou, on n'a plus besoin de toi, parce que bon. Donc, en réalité, Sassou Nguesso a échoué là où tout le monde était en train de vanter. Comment on l'appelait déjà, la médiateur de haut niveau, c'est ça. Alors, voilà, les deux parties l'ont méconnu, voilà, l'ont nié depuis hier, avant-hier. Et là, sur le dossier Rwanda, Brazzaville s'isole encore. Botte en touche. Brazzaville botte en touche. Et c'est dans la liste que je suis en train de porter, pour moi, c'est un alignement tacite sur Kigali. Parce qu'il est étonnant de voir le Congo refuser de condamner clairement l'ingérence du Rwanda en RDC alors que Brazzaville est directement concerné par cette crise. Cette attitude pourrait être dictée par les intérêts, tenez-vous bien tranquille, Monsieur Christian, les intérêts économiques occultes, notamment des accords commerciaux entre le Rwanda sur l'exploitation des ressources minières de l'Est congolais, de la RDC, ce qui expliquerait cette complaisance. Une incapacité à protéger les intérêts de Brazzaville, du Congo. Le conflit en RDC met en péril la stabilité de la région, peut nous emmener à des répercussions plus graves dont Brazzaville prendrait le coup. On a vu, j'ouvre juste une parenthèse, la chute de Mobutu, comment est-ce qu'on a vu les populations de Kinshasa traverser en masse pour venir trouver refuge à Brazzaville. Imaginez que ça soit le cas actuel pour le président Étienne Tshisekedi. Qu'adviendrait-il au Congo en termes de sécurité? Déjà, on va manquer davantage d'énergie, pour revenir à notre sujet, parce qu'une partie de l'énergie du Congo vient de la RDC, et si jamais il arrivait qu'il y ait des troubles en conséquence, le Congo, Brazzaville, va prendre de plein fouet
les conséquences de cette crise. Donc, en refusant de condamner l'attitude de, du Rwanda, le président de la République fragilise la position du Congo face à la RDC, ce qui a même conduit le vandalisme que nous avons vécu des résidences des diplomates en RDC. Vous voyez, Alors, mais c'est pas donc, une bonne approche. c'est comme je disais tout à l'heure, finalement, la posture de Brazzaville est de plus en plus, voilà, délicate parce que on ne sait pas pourquoi est-ce que Brazzaville continue à jouer avec, je sais pas, est-ce que la fois dernière, on parlait de la diplomatie congolaise où même les ambassadeurs n'avaient plus les possibilités de rentrer, ceux qui avaient, en fait, ceux qui ont été en fin de mission, parce qu'il se poserait un problème d'argent. Qu'est-ce qui a affaibli finalement la diplomatie congolaise? Et j'ai retrouvé l'information ici sur la Libye. Voici ce que ça dit pour nos téléspectateurs. Les leaders libyens boycottent la charte de Denis Sassou Nguesso. Les principaux responsables politiques ont rejeté la charte signée lors de la réunion sur la réconciliation nationale libyenne organisée en marge du sommet de l'Union africaine sous l'égide du président congolais Denis Sassou Nguesso. Voilà, là-bas donc, pour ceux qui vantaient le médiateur de haut niveau, je crois que désormais, ils vont déchanter. Et on arrive au niveau du dossier Rwanda, alors qu'à côté, nous avons la RDC voisine. Kinshasa, c'est quand même nos voisins. Et là aussi, même Ben, là, bien on sûr, n'arrive c'est quand pas même le voisin. à prendre une posture responsable. Je crois qu'il y a un problème. La posture responsable que le Congo doit mettre en œuvre, au lieu de se contenter d'être un spectateur passif, le Congo doit adopter une approche active et chiffrée pour peser dans la résolution de ce conflit. Malheureusement, ce Christian, vous venez de me donner une information qui met Brazzaville dans une position d'inconfort, notamment le président de la République. Le fait de se faire éjecter sur la question de la Libye, je ne vois pas qui pourrait lui faire confiance pour gérer la Mais situation est-ce que ce n'est pas parce du Rwanda. qu'on sait aussi que chez lui-même, il met pas de l'ordre et qu'il veut aller régler les problèmes à l'extérieur, alors que chez lui-même, il n'arrive pas à mettre de l'ordre? Ben, c'est généralement les donneurs de leçons qui se passent pour des vrais alors que ça brûle dans leur propre maison. Vous voyez ce que je veux dire? On est prêt à donner des bons conseils chez les voisins, mais chez vous, vous n'êtes même pas capable d'apporter le minimum fondamental pour le bien-être de votre ménage, donc de notre pays, le Congo. Donc, pour revenir sur les approches de solutions, de mon côté, s'il m'était demandé de conseiller le président de la République, j'exigerais une médiation régionale sous l'égide de la CERC, mise en place d'un gouvernement de contact régional impliquant le Congo-Brazzaville, l'Angola, la RDC, avec des négociations directes entre Kigali et Kinshasa. Et pour cela, il faut allouer des fonds pour pouvoir mener à bien ces négociations. Un budget de 500 millions de dollars ferait l'affaire. Pourquoi? Pour stabiliser déjà les provinces en crise, contenir le flux de réfugiés, imposer des positions claires sur les sanctions dont Brazzaville serait le leitmotiv dans la conduite de ces sanctions. Maintenant, entre la réalité sur le terrain et les intérêts que Brazzaville défend pour le compte de Kigali, il y a un vrai fossé. La preuve, ils ont donné des terres aux Congolais et aux Rwandais. Ils ont signé des accords militaires avec le Rwanda qu'ils ont semblé-t-il refuser, mais ça se démontre l'incapacité du président de la République à prendre une posture claire et nette sur cette affaire nous donne plus d'éléments pour pouvoir conforter notre analyse. Donc, il y a une perméabilité qui se crée entre les frontières du Congo-Brazzaville et ceux de la RDC. La preuve, il me semblerait qu'on a même arrêté certaines personnes qui sont passées par Brazzaville pour pouvoir aller attaquer Kinshasa. Donc, vous vous rendez compte sur quel feu on est en train de jouer. Donc, un développement d'un axe diplomatique fort avec Kinshasa s'impose
proposer une alliance stratégique entre Brazzaville et Kinshasa avec un renforcement de la coopération économique et sécuritaire. Investir dans une politique énergétique commune, je l'ai dit tout à l'heure que si ça touche en RDC, en énergie, le Congo, Brazzaville prendrait un coup. D'où l'idée de pouvoir avoir un corridor sécuritaire puissant en utilisant le potentiel hydroélectrique du fleuve Congo, par exemple. Limiter l'influence des puissances étrangères. Donc, en dernier ressort, ça nécessite de rompre avec l'immobilisme. Le refus du président de la République à s'exprimer clairement traduit l'absence d'une politique étrangère cohérente et l'isolement diplomatique du pays. L'heure n'est plus à la neutralité passive, mais à une diplomatie offensive capable de protéger les intérêts nationaux et de restaurer la crédibilité du Congo sur la scène internationale. Ben voilà, donc ce que moi j'ai retenu, c'est que la posture de Denis Sassou Nguesso sur la crise, bien entendu, sécuritaire en RDC vient encore de confirmer que Denis Sassou Nguesso ne travaille pas pour l'intérêt des Congolais. Voilà, c'est lui qui compte, c'est juste pour ses intérêts égoïstes, parce que rien ne peut expliquer qu'il ait voilà, opté pour cette posture quand on lui pose la question sur les sanctions contre le Rwanda. Qu'est-ce qu'il y a pour Brazzaville de s'accrocher derrière le Rwanda? Oui, c'est un pays africain, on nous parlera parce que beaucoup commencent à revenir pour dire oui, vous savez, l'intégration régionale, vous savez, le partenariat sud-sud, on veut bien. Mais on est beaucoup plus proche de Kinshasa que de Kigali. La preuve, c'est ça, c'est que on a bien des choses en commun avec la RDC que Kigali. Et donc, rien ne peut justifier cette posture, surtout que les Congolais ne veulent pas des Rwandais dans l'agriculture au Congo. Voilà. Mais il n'y a pas que l'agriculture et les accords militaires, vous n'en oui, parlez pas. Oui, il y a des accords militaires, et ça, j'aime bien à rappeler ça aux Congolais. Il y a des accords militaires, ça, on a même publié une partie, bon, on n'a pas voulu publier tout le contenu, c'est pas, voilà, c'est pas trop élégant. Mais donc, il y a des accords militaires, il y a donc les terres qu'on a cédées au Rwanda, c'est quand même énorme, hein. 980 km², c'est énorme. Ce que les Congolais, il faut peut-être le rappeler, c'est qu'on a cédé aussi l'éducation au Rwanda. On a cédé la santé au Rwanda. Les accords existent, il faut les lire, hein. On a cédé la télécommunication au Rwanda, l'ingénierie informatique au Rwanda. Le transport en commun, on a donné au Rwanda. Mon Dieu, le comment on peut ramassage faire des des choses comme ça? ordures, Comment expliquer ça? le ramassage des ordures aussi. Oui, ramassage des ordures, tout ça. Donc, l'entretien de la ville au Rwandais. Et alors, finalement, qu'est-ce qui reste finalement? Et quand j'ai posé cette question, curieusement, j'ai un collègue, voilà, je cite pas son nom, un confrère qui est venu me dire, mais écoute, c'est pour créer de l'emploi, c'est pour l'intégration de, je dis, ah non. Et il me parle même de la mondialisation. Je dis, qu'est-ce qu'il en sait de la qu'est-ce qu'il en sait de la mondialisation? mondialisation? Quand on vend le pays comme ça, vous appelez ça la mondialisation? Bon, bref, nous sommes arrivés à la fin de notre échange, il faut l'appeler comme ça. Je vais vous laisser quelques secondes, hein, juste pour conclure, évidemment, en fonction, mais beaucoup plus sur, évidemment, la convention d'affermage, parce que là, c'est-à-dire, les Congolais sont fâchés, ils viennent de découvrir quelque chose de pas bien du tout. Tout le monde est fâché là-dessus. Tout le monde est fâché là-dessus. Le mot de la fin que je m'en vais présenter à nos téléspectateurs est le suivant. Chers compatriotes, l'heure n'est plus aux illusions, mais à l'action. Chaque décision, chaque silence complice, chaque opportunité manquée façonne notre avenir commun. Ce soir, nous avons levé le voile sur les réalités de notre nation, mais la vraie question demeure. Allons-nous accepter ce destin ou le transformer? Le Congo mérite mieux. Vous méritez mieux. Ce combat pour la justice, la souveraineté et le bien-être n'est pas celui d'un homme, mais d'un peuple tout entier. Ne laissez personne parler à votre place. Restez éveillés, restez engagés. L'histoire s'écrit maintenant et elle attend votre signature.
À très bientôt pour une nouvelle émission, toujours avec le même prisme d'objectivité et la même détermination pour un Congo juste et prospère. Merci. Merci pour un Congo juste et prospère. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Surtout, ne dites pas que vous n'étiez pas prévenus. Je vous ai dit au début, c'est une stratégie de prédation, de domination économique. En fait, le régime est en train de le faire main basse sur toutes les ressources économiques. Question de capter tout l'argent et attendre si jamais le pouvoir glissait. Ils vont commencer à tirer les ficelles à partir de... Bon, j'ai juste dit. Après, on Et à pourra dire le contraire. propos, juste pour conforter votre position, j'ai fait une analyse où qu'il plaise à Dieu, dans les jours à venir, vous lirez un roman que je viens de terminer l'écriture. Notamment, nous avions gagné, nous avions tort. Et dans ce roman, ça évoque les situations que nous venons d'échanger où l'euphorie du pouvoir fait perdre à ceux qui ont gagné cet esprit des promesses engagées pendant les réformes qu'ils ont présentées et ils s'enlisent dans un processus délibéré de pouvoir enterrer et enfoncer le pays dans la médiocrité alors qu'ils se sont engagés à apporter le bien-être. Mais entre-temps, je pense que on va laisser les maisons d'édition nous produire, on y reviendra. Et le plus sûr est que le prochain va sortir au mois de mars. J'ai fait un rêve, Les héritiers de l'unité, signé de Moana Mania Dibetel. Nous serons Bonne lecture à très vous. heureux d'être parmi les premiers lecteurs. Merci beaucoup, Béchar Tombelundou, d'avoir été avec nous sur R7. Je rappelle que vous êtes analyste économique, un spécialiste ressources humaines, ancien directeur des ressources humaines, CGLEC Congo. Ça a été un grand plaisir de vous avoir eu encore sur notre plateau. Mesdames, Et Messieurs, partagez, M. Christian Perrin. C'est je toujours vous un en prie. bonheur de participer à vos émissions d'éveil de conscience. Cet engagement que nous avons pris, nous devrons le tenir jusqu'au bout. En toute objectivité, comme je l'ai dit, nous sommes là le prisme qu'il faut avec la même détermination. Je vous l'accorde une fois de plus. Merci vraiment infiniment à vous. Le prisme que vous donnez aux Congolais avec cette objectivité est la preuve que le patriotisme, c'est votre mode de vie. On essaie de s'y mettre et on demandera donc aux Congolais aussi voilà, de faire un effort. Il faut aimer sa patrie. Il n'y a rien de plus noble que de défendre sa patrie. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir donc suivis aujourd'hui. Cliquez sur le petit pouce solaire. N'oubliez jamais, jamais, jamais de cliquer sur le petit pouce, partagez et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Cela nous fera énormément plaisir. Merci et à très bientôt.